Bonjour, je suis Souleymane, membre du collectif LED, Libre et Égaux en droit, en charge des investigations de terrain. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle donc Fouad Benhamed et je suis l'un des membres fondateurs du collectif Plus sans ascenseur. Enchanté, Monsieur Benhamed. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce collectif Plus sans ascenseur, dont vous êtes le cofondateur? Alors, ce collectif est né d'une histoire qui s'est déroulée sur Bobigny, où en fait on s'est aperçu qu'une femme qui avait plus d'ascenseur pendant 2 mois est restée prisonnière de son appartement parce que cette femme est à mobilité réduite. Donc, on a pris conscience que c'était quelque chose de grave parce que cet immeuble était un immeuble neuf et c'était pas un immeuble vétuste. Parce qu'en fait, dans l'imaginaire et l'inconscient des habitants des quartiers populaires, si l'immeuble est vétuste et vieux, eh ben on est résigné et on se dit que de toute façon l'ascenseur, c'est pas, il doit pas nécessairement fonctionner. Donc là, c'est un immeuble neuf, donc on s'est tous catastrophés de cette situation et on a créé le collectif pour pouvoir trouver une solution à ce problème. Alors, effectivement, les pannes d'ascenseur sont de plus en plus fréquentes. Malheureusement, les bailleurs tardent à enclencher leur réparation très fréquemment. Quelles sont les conséquences de ces désagréments, notamment sur les personnes les plus vulnérables, à l'instar de l'exemple que vous venez de nous citer? Alors, les personnes les plus vulnérables, ça peut passer de la personne âgée qui a des problèmes pour se déplacer à une femme qui a 2 voire 3 enfants et qui ne sait pas comment faire pour pouvoir descendre la poussette, tenir la main de son enfant qui est en bas âge et prendre le bébé qui doit être dans ses bras. Ça peut passer aussi par des désagréments d'achat de courses. Par exemple, quand vous habitez dans un étage élevé, ben, vous êtes condamné à ne pas pouvoir faire des courses en gros. Donc ça a aussi des coûts financiers. Et les personnes, alors qui sont à mobilité réduite, vraiment, c'est pour eux une certaine forme de privation de liberté. Et quelles actions avez-vous menées pour rétablir la situation dans ces quartiers touchés par ces dysfonctionnements à répétition? Et quels ont été les résultats de ces actions? Bah, en fait, quand on a commencé la mobilisation de Martine, à la base, le bailleur expliquait qu'il fallait 8 semaines pour pouvoir récupérer la pièce et pour pouvoir l'installer. Donc nous, on s'est dit, c'était pas possible 8 semaines. Euh, Si ça prenait tant de temps, bah dans ces cas-là, il fallait aller chercher le technicien, le ramener et construire, enfin, on va dire produire la pièce sur place. On s'est dit 8 semaines, c'est pas possible. Quitte à la construire la pièce, ça peut pas prendre 8 semaines. Donc on s'est réunis. On a fait un communiqué de presse, on a été au pied de chez le bailleur, on a distribué des tracts un peu partout, et en bougeant, donc on s'est aussi rendu chez l'ascensoriste. On a fait une chose que je pense pas refaire, mais on a diffusé le numéro de téléphone de l'ascensoriste sur les réseaux sociaux. On a demandé à tout le monde de se mobiliser pour pouvoir contacter l'ascensoriste et lui demander des comptes parce qu'on estimait que c'était pas simplement un problème lié aux habitants de cet immeuble, mais que c'était un problème humain et que quand on voit une injustice se passer à côté de chez soi, eh ben, il faut être solidaire. Et donc on a eu cette grande solidarité et effectivement, force est de constater qu'en 8 jours, ça a été réparé. Donc, si vous voulez, à un moment donné, on s'est dit 8 jours au lieu de 8 semaines, ça a été pour nous une certaine forme de trahison supplémentaire parce qu'on s'est dit, en fait, c'était du vent, ils pouvaient réparer l'ascenseur beaucoup plus rapidement. Donc ça a été le premier, on va dire, la première opération qu'on a mise en place. Et puis ensuite, on a été appelé d'un peu partout parce qu'on a créé une page Facebook qui s'appelle la page Plus sans ascenseur. Et on est intervenu un peu partout, à Noisy-le-Sec, à Épinay-sur-Seine, à Sevran, à Aubervilliers. On a fait des actions un peu partout à Drancy. Et à chaque fois qu'on a mené une action, à chaque fois, les bailleurs ont été pris de court et ont exigé des ascensoristes d'être beaucoup plus vigilants et d'intervenir très rapidement. Donc ce qu'on s'est aperçu, c'est que les problèmes qui étaient des problèmes récurrents, que les gens vivaient au quotidien, étaient des problèmes qu'on pouvait régler. Donc aujourd'hui, on en est convaincu, on n'a pas besoin en fait de sortir un décret, de faire une loi. Il faut juste que les bailleurs et les ascensoristes respectent les cahiers des charges ou fassent respecter les cahiers des charges. S'ils le font, il n'y a pas de problème, tout rentre dans l'ordre. Aujourd'hui, par exemple, je prends le cas de Martine, l'ascenseur de Martine, quand il tombe en panne, déjà il est réparé en 30 minutes, mais quand il tombe en panne, les gens reçoivent un SMS, votre ascenseur est tombé en panne, votre ascenseur est en cours de maintenance, votre ascenseur est réparé. Et j'estime que c'est le minimum qu'on puisse donner aux habitants et c'est une exigence qu'on doit avoir auprès du bailleur et de l'ascensoriste. Il faut savoir que la cage d'ascenseur,
est l'une des cabines les plus rentables de France au mètre carré. Parce que c'est tout petit, ça ne nécessite pas énormément de frais d'entretien, malgré ce qu'on peut imaginer. Et par contre, tous les habitants payent des charges, et payent des charges parfois qui sont importantes. D'accord. Donc au-delà des réparations, vous avez même réussi à mettre en place une meilleure communication entre les bailleurs et les locataires, qui est, à mon sens, une très bonne chose. Dans ce combat que vous menez, est-ce que vous avez constaté d'autres problématiques par les locataires de logements sociaux au sein des quartiers dits défavorisés? Et si oui, de quel ordre sont ces autres problématiques? Alors, effectivement, en gagnant nos bras de fer contre les ascensoristes et contre les bailleurs, euh, très vite, on a été contacté sur d'autres problèmes. Problèmes de chauffage, par exemple, cet hiver. Donc, pendant un mois, quand il y a eu vraiment le grand froid, on a mis de côté notre engagement sur les questions liées aux ascenseurs et on s'est attaqué aux problèmes de chauffage. Et en s'attaquant aux problèmes de chauffage, on s'est aperçu que l'habitat social était quand même maltraité dans nos quartiers. Il y avait une certaine forme de négligence de la part des bailleurs qui laissait penser que pour un bailleur, un habitant pouvait s'accommoder et pouvait avoir une capacité d'adaptation on va dire, à une mauvaise qualité de vie. Et ça a été quelque chose d'assez dur parce qu'on a découvert ça, mais ça existe depuis toujours. Et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'on pouvait lutter contre ça. Donc on a été sur plusieurs sites, notamment à Aulnay-sous-Bois, à la Cité de l'Europe. Et on a mis en place d'actions et on a fait des mobilisations. Des mobilisations qui ont quand même porté leurs fruits. Après, moi, je ne suis pas pour avoir un combat contre les bailleurs jusqu'au boutiste. Je pense que quand on a prouvé aux bailleurs qu'il y a une situation qui est injuste et quand le bailleur répond présent, il faut aussi saluer ça et il faut aussi avancer et travailler avec le bailleur. Et la chance qu'on a dans le collectif, c'est que tout le monde a la même philosophie. On n'est pas là en fait pour faire, une fois qu'on a gagné le bras de fer avec un bailleur, ça sert à rien d'essayer de continuer à être dans la revendication totale. Enfin, on se met autour de la table, les choses avancent et je pense que c'est, en tout cas pour nous, quelque chose de très important de garder cette relation et ce dialogue avec les bailleurs. L'intérêt principal reste le bien-être des locataires au quotidien. Au vu de ces constatations, est-ce que vous pensez que les bailleurs sociaux considèrent les locataires dans une dynamique d'égalité, quel que soit leur lieu d'habitation? Alors, on s'est posé cette question, surtout sur la question des ascenseurs, parce qu'en fait, on s'est aperçu que les ascensoristes étaient beaucoup plus réactifs dans d'autres villes. Par exemple, je vais prendre un extrême, à Levallois-Perret, le bailleur social intervient très rapidement. À Bobigny, il n'intervient pas du tout rapidement. Et on a essayé d'étudier la loi discrimination territoriale qui a été votée en février 2014. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait un traitement différent en fonction du territoire où se trouvaient les logements. Et il y a un caractère discriminant. Il y a une réelle discrimination de ce côté-là. Maintenant, je ne veux pas en fait qu'on se positionne en victime et en faire une certaine forme de victimisation de notre combat, puisque je pense que si à Levallois-Perret ça va vite, c'est parce que les habitants se mobilisent. Et c'est pas parce qu'en fait on déconsidère directement les habitants ou qu'on considère mieux les habitants de Levallois. Je pense que les habitants de Levallois se mobilisent. Et en fait, ce qu'on essaye aujourd'hui de mettre en place, c'est une certaine forme d'éducation à la mobilisation. C'est-à-dire que euh, rien n'est illégitime à partir du moment où c'est un droit. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que nos habitants revendiquent leurs droits. Et effectivement, il y a des manières de le faire. Et je pense qu'il y a des opérations à mettre en place, des opérations au coup de poing. Nous, on est contre la violence. Ça veut dire qu'on ne souhaite pas qu'il y ait des opérations où on pourrait avoir des confrontations violentes. On évite vraiment et on ne veut pas être dans cette posture-là. Mais par contre, les bailleurs sont réceptifs quand il y a des mobilisations. Et au-delà de cette mobilisation citoyenne, quelles seraient vos préconisations afin d'inciter les bailleurs à respecter la loi, les locataires et leurs institutions? Bah, moi, le conseil que je peux donner aux habitants, c'est d'une part de se constituer en amical des locataires, conventionné ou pas, parce que de toute façon, à partir du moment où ils payent leur loyer, le bailleur a un devoir de réponse aux locataires, et ensuite de faire des contrôles de charge, par exemple. Parce qu'on s'aperçoit que sur le contrôle de charge, c'est assez compliqué pour le bailleur d'avoir un regard sur tout ce qui est fait.
En même temps, c'est son devoir de le faire. Mais on a bien conscience que c'est compliqué pour un bailleur de mettre, on va dire, un agent derrière chaque entrepreneur. Les espaces verts, on s'aperçoit que quand on laisse une bouteille sur un buisson, bah, cette bouteille, elle est pas, au bout d'un an, elle est toujours là. Donc forcément, c'est qu'il n'y a pas eu d'entretien des espaces verts. Pourtant, les habitants payent bien des charges sur les espaces verts. Sur les ordures ménagères, il y a aussi la même problématique. Sur les parties communes, on va dire l'entretien des parties communes, donc le nettoyage des halls, c'est la même chose. Donc moi, ce que j'insiste, enfin là où j'insiste auprès des habitants, c'est vraiment de pouvoir se constituer et de pouvoir faire des contrôles de charges. Et après, pourquoi pas aussi proposer aux bailleurs des alternatives. C'est-à-dire, pourquoi pas travailler avec des associations de quartier sur la mise en place de chantiers éducatifs. Il y a des choses qui peuvent être faites. Je pense que plus on aura un rapport humain avec le bailleur et plus on engagera les jeunes et moins jeunes des quartiers pour s'occuper de leur quartier, et mieux les choses évolueront. Alors le slogan du collectif est «La violence recule là où la solidarité avance», comme marqué sur le t-shirt. Que pensez-vous de ce slogan? Bon, déjà, j'ai été. La première fois que j'ai vu ce slogan, c'est quand on a travaillé sur une réunion avec le collectif Plus sans ascenseur. J'ai trouvé ce slogan, en fait, qui parlait de lui-même. Je pense qu'on est dans un monde qui est très individualiste. Et quand on est individualiste, forcément, on ne regarde pas à côté de soi et on ne pense pas au bien-être de l'autre. Et plus on pensera au bien-être de l'autre, plus on apaisera en fait les tensions qu'il peut y avoir dans nos quartiers, et plus la violence, en fait, c'est pas simplement la violence policière ou la violence physique. C'est aussi la violence du quotidien. C'est comment on est considéré, comment on évolue dans notre univers. Et l'univers ici, dans les quartiers populaires, c'est aussi l'habitat social. Et on n'est pas chez nous à partir du moment où on traverse la porte d'entrée du 13e étage. On est chez nous à partir du moment où on se gare dans le parking d'une cité. Et pour qu'on puisse être, on va dire, dans de bonnes conditions, eh ben, il faut qu'il y ait une solidarité de l'ensemble des habitants et que les habitants portent des choses, portent des valeurs et soient exigeants aussi envers leurs bailleurs. Et je pense que la violence, c'est aussi par exemple quand vous faites une rénovation d'un quartier euh, et que vous avez peint un endroit qui avait été arraché d'une autre couleur que le reste de l'endroit. Je pense que c'est violent. C'est violent parce que quand on rentre chez soi, si demain vous avez un pavillon, vous demandez à un entrepreneur de faire un ravalement, il va vous faire le ravalement total de la même couleur. Il ne va pas vous faire un bout du ravalement qu'il aurait loupé avec une autre couleur. Bah, ça, c'est une certaine forme de violence. Et je pense que face à ça, eh ben, il faut que les gens soient solidaires. Et il faut que ces gens-là puissent intervenir intelligemment. Et je pense que votre slogan, il est à l'image de ce que vous faites au quotidien. Et c'est quelque chose de fort. Merci beaucoup. Est-ce que nous pourrons compter sur votre soutien à l'avenir? Quand vous voulez. Je vous remercie pour votre témoignage et j'espère à très bientôt pour améliorer le quotidien des habitants de tous les quartiers. Merci beaucoup encore, à très bientôt. Merci à vous.